onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. Je suis un geek et je l'assume. J'ai toute la panoplie. Mathématiques, informatique, Star Wars, Star Trek, Starbucks. Ça fait bientôt 10 ans que je suis dans l'intelligence artificielle. Et j'ai la chance d'avoir un métier passion. Ce métier où même si je gagnais à l'euro-million, je continuerai à le faire. J'ai commencé ma carrière en cofondant une start-up dans les chatbots. Vous savez, ces assistants virtuels à qui vous êtes obligé de parler pendant 10 minutes avant de enfin pouvoir parler à un humain. Je suis un passionné. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et toutes ses promesses, il faut qu'on discute ce soir comment appréhender cette technologie. Et pour faire ça, on va utiliser un assistant. Claude? Bonsoir, Claude. Forger une banane sur un oreiller. On ne l'a pas encore entraîné, Claude. On va prendre un petit moment pour voir comment on entraîne une intelligence artificielle générative. Ça se fait en 2 étapes. La première, c'est un espace mathématique, au sens vectoriel. Excusez-moi, un espace mathématique, un espace vectoriel à grande dimension. Cet espace, c'est comme cette salle, ce soir, où on est. On va lui donner 3 mots. Livre, doux, peluche. Vous, madame, vous êtes le livre. OK? Et vous, monsieur, vous êtes la peluche. Je vais être le mot doux. Le but, c'est tout simplement de se dire où est-ce qu'on va me placer dans cet espace. Naturellement, j'ai envie d'aller vers vous, monsieur, la peluche. Désolé. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec l'IA sur toutes nos données. Des milliards et des milliards de données issues d'Internet. L'intelligence artificielle, on a un premier point très important. Ce n'est pas Wikipédia. L'intelligence artificielle n'a pas de base de données de référence qu'elle utilise comme une vérité. Elle ne stocke pas l'information que Victor Hugo a écrit Les Misérables. Avec un peu de chance, Victor Hugo et Les Misérables seront dans le même coin de l'espace. Avec cette première étape, l'IA est capable de rapprocher des concepts ensemble, mais elle n'est pas encore capable de nous répondre. Pour ça, il nous faut la deuxième étape, l'apprentissage par renforcement. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. S'il arrive à garder son équilibre, son cerveau lui envoie de la dopamine, ce qui lui donne du plaisir et surtout lui donne envie de recommencer. Et bien on va faire la même chose avec l'IA pour lui apprendre à nous répondre. On va lui simuler des milliards et des milliards de conversations pour qu'elle apprenne quelle est la bonne manière de parler à un humain. Et c'est tout. C'est par ce principe qu'une intelligence artificielle émerge. Et on ne sait pas quand. Quand certaines capacités arrivent. Quand une intelligence artificielle devient capable de résumer des articles de presse. Quand une IA devient capable d'écrire des poèmes en alexandrin. C'est ce qu'on appelle un effet de mise à l'échelle assez chanceux et qui marche. Bon, on a entraîné notre Claude, on va pouvoir l'utiliser pour nous donner une citation sur le TEDx de La Rochelle de ce soir, le thème, la lumière. D'accord, je comprends votre demande. La lumière est la clé des énigmes de l'univers, d'Albert Einstein.
Loupé. Loupé, Claude. Cette citation n'existe pas. Claude, il a des connaissances, mais encore une fois, il n'a pas de base de données de référence. Du coup, est-ce que tu vas passer toute la soirée à nous raconter des salades, Claude ? Je ne cherche pas à vous mentir. Je peux vous donner des informations erronées. Cela s'appelle des hallucinations. Et on tient là notre premier problème avec l'intelligence artificielle. Ceux d'entre vous qui sont parents l'auront peut-être remarqué dans l'éducation de leur enfant. Un enfant, s'il est stressé ou qu'il est en manque de confiance et que vous l'interrogez sur quelque chose qu'il ne connaît pas, il va vous mentir pour vous faire plaisir. Et bien l'IA, c'est pareil. Après ces milliards et ces milliards de conversations, toute cette dopamine algorithmique, l'IA est l'être le plus stressé du monde. Du coup, si vous l'interrogez sur quelque chose qu'elle ne connaît pas, vu qu'elle n'a pas Wikipédia, elle va vous mentir, et de manière plutôt convaincante. Ce qui est pratique, c'est que, comme avec vos enfants, ce qu'il faut faire pour prévenir ça, c'est tout simplement de lui dire « Écoute, si tu ne connais pas la réponse, c'est OK, dis-le-moi. » Et elle va se mettre à arrêter d'halluciner. Bon, Claude, c'est bon? On se fait confiance maintenant? On a établi la relation? Est-ce que tu peux maintenant me donner une vraie citation d'Albert Einstein? La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Pas mal? Pas mal, Claude. Elle est bonne, celle-là. Bon, on a réussi, il est en confiance. Mais tu nous parles de créativité, Claude. Qu'est-ce que tu en connais, toi, de la créativité? La créativité, c'est un truc de fille. Oh, j'en ai marre des fois. Claude, on est en 2023, on est déconstruit maintenant. On tient là notre deuxième problème avec l'intelligence artificielle. L'IA, c'est un outil, mais ce n'est pas un outil neutre. En ayant appris sur nos données, elle reproduit nos biais et nos stéréotypes. On vit dans un monde où vous pouvez là, ce soir, aller demander à ChatGPT de vous écrire une histoire mélancolique où le personnage principal est une femme. Dans cette histoire, la femme va être appelée à son statut de mère, à travers ses enfants, par exemple. La femme va être appelée à son physique, à travers ses rides, ses cheveux gris. Ces réflexes d'écriture, l'IA ne les a tout simplement pas si le personnage principal est un homme. L'IA va de manière constante associer l'homme à la logique, au pragmatisme, et la femme à la créativité, à l'émotionnel. Et pire que reproduire nos stéréotypes, pire, elle les amplifie. Des chercheurs, dans un papier intitulé « Étincelles d'intelligence artificielle générale », ont étudié l'utilisation des pronoms autour de métiers. Le métier de secrétaire, par exemple. Dans notre société, il est principalement féminin, représenté à environ 11% d'hommes. Avec l'IA, ces 11% disparaissent. Ils deviennent 2%. L'IA va, dans 98% des cas, utiliser un pronom féminin pour le métier de secrétaire. On vit dans un monde de paradoxes. On a, d'un côté, des gens qui vont aller sensibiliser nos enfants sur la question du genre, leur apprendre que, quel que soit leur genre, ils peuvent faire le métier qu'ils souhaitent. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui cherchent à automatiser des processus de recrutement en utilisant, par exemple, une IA pour filtrer des CV.
ces mêmes IA qui pensent que l'homme est un ingénieur et la femme est une artiste. Vous savez qui est aussi un ingénieur et un artiste? Alexandre Dufresne. Il a une citation que j'apprécie beaucoup. À l'aube de chaque invention, l'âme humaine danse au bord de l'infini, caressant le fil du possible. Claude, il va falloir qu'on travaille encore sur ta déconstruction. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire, est-ce que l'IA est capable de créativité? L'IA, est-ce qu'elle est capable d'inventer? L'IA est capable d'inventer dans le sens où elle peut rapprocher des données qu'elle a reçues. Cependant, cette invention est issue d'algorithmes préexistants. Il ne s'agit pas de réelle créativité ou d'intuition humaine. Pour citer Pablo Picasso, tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Je commence à nous faire du zèle sur les citations, Claude. C'est OK. C'est OK, ce qui nous amène au troisième problème avec l'intelligence artificielle. Pour celui-ci, on va se référer à Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2022. Nous avons, selon lui, deux systèmes de pensée. Le premier, c'est la pensée rapide. Elle est assez intuitive, automatique. Le deuxième, la pensée lente. Elle est souvent associée à une réflexion plutôt consciente. Et c'est dans cette deuxième méthode de pensée qu'on tient un élément capital, la remise en question. Cette capacité que l'on a de commencer un fil de pensée, se rend compte qu'on a fait un mauvais postulat, revenir en arrière et partir sur un autre fil de pensée. Et bien cette capacité, l'IA en est structurellement incapable. Ça paraît dingue, mais on n'a juste mathématiquement pas intégré cette notion. L'IA, si elle commence à vous générer une réponse, elle ne peut pas revenir en arrière. Du coup, sans cette remise en question, sans cet acte de destruction, est-ce que l'IA est capable d'actes de création? Ok, Claude. Tu te souviens de la citation d'Alexandre Dufresne? Tu es un expert maintenant. Est-ce que tu peux nous éclairer? Cette citation n'existe pas. Alexandre Dufresne n'est pas un philosophe connu. Il n'est pas en train d'halluciner. Cette citation n'existe pas. Je l'ai inventée. Je l'ai créée en utilisant un cousin de Claude, ChatGPT, en lui demandant simplement une citation sur l'invention technologique et son rapport à l'humain. Je lui ai même demandé de me créer un nom d'un philosophe qui pourrait avoir donné cette citation. Ha ha, on les a bien eus. Il n'y a pas de Terminator en devenir pour l'instant. Pas de panique. La plupart des IA que vous utilisez sont des simples onglets que vous pouvez fermer. D'ailleurs, les entreprises qui créent ces IA, dans leur entraînement, elles ont juste décidé à un moment d'appuyer sur le bouton pause. Un consensus veut que l'on ait encore des capacités à découvrir si on continue cet entraînement. Dario Amodei, qui est le président d'Anthropic, plus gros concurrent d'OpenAI, pense que ses futures capacités seront dans la médecine et la biologie. Pour une raison simple, on a déjà beaucoup de savoir dans ces domaines. Par contre, rapprocher ces savoirs ensemble face à un patient, face à un être humain qui les exprime à sa manière, il y aurait quelque chose de beau pour l'humanité. Qu'est-ce que t'en penses, Claude? Est-ce que ça serait pas beau, tout ça?
L'avenir de l'intelligence artificielle générative est un sujet passionnant. Je serais ravi de pouvoir vous aider à diagnostiquer vos symptômes. C'est nos ressentis vis-à-vis de toute technologie qui émerge, qui est primordial. Albert Einstein, en 1915, quand il a publié sa théorie sur la relativité générale, il a bouleversé notre manière de voir les lois de la nature. Le ressenti n'était pas que positif à l'époque, comme le ressenti n'est pas que positif aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Moi, je suis un passionné. Et vous savez qui est mon exact opposé ? Mon papa. Mon papa qui est là dans la salle ce soir. Et bien l'année dernière, comme tout passionné, à la sortie de ChatGPT, je lui ai montré et je lui ai expliqué comment ça marchait. Il est revenu vers moi en me disant « Elle est nulle ton IA, elle connaît même pas l'heure. » Mon Claude, c'est un peu personnel là, mais tu pourrais pas m'aider avec mon papa ? L'heure, donnée par nos horloges, est une mesure relative, dépendante notamment de la rotation de la Terre. La question de votre père n'est pas si simple, et je ne suis pas l'outil pertinent. Je l'invite à se référer à son horloge la plus proche afin d'avoir la meilleure approximation actuelle pour lui. Hey, Claude, il a bien changé. Hein. Il paraît déjà loin ce moment où il voulait forger une banane sur un oreiller. L'évolution de Claude de ces 10 dernières minutes est à l'image de ces 10 dernières années dans l'intelligence artificielle. Et l'évolution continue. Quels que soient nos ressentis sur l'IA, elle existe aujourd'hui dans notre monde. Le train est parti de la gare. Claude est parmi nous. Et cette évolution n'est pas linéaire. On aura des moments, comme la sortie de ChatGPT, qui vont nous bouleverser. Ces moments vont rendre floue la frontière entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Ce flou va créer de l'obscurité. Et c'est notre esprit critique et notre lucidité qui seront les premiers pas vers la lumière.